c'est la page web de... Donc, c'est en direct. Alors, comme je voulais faire passer le message, que si jamais vous aviez envie, alors on peut rajouter des planches, des textes, si vous avez envie de partager des choses que vous avez écrites, des planches que vous avez faites, des images, voilà, ça pourrait avoir l'avantage, il y a la captation vidéo pour avoir le discours, et si on veut retourner voir les images plus précisément, on peut les mettre en ligne, donc n'hésitez pas à les envoyer à Thierry et Christelle. Ça, c'était le premier message. Le deuxième, c'est l'apparence des matériaux. Alors, je sous-titre un sujet éternel. Je pense qu'il existe depuis aussi longtemps que la vision humaine existe. En tout cas, que l'humain entreprend de fabriquer des objets. C'est une problématique scientifique qui est beaucoup plus récente. Qui ça. Plus fort. Parler plus fort. Oui. Oui, je sais que j'ai des mauvaises armes. Donc une problématique scientifique qui est récente et qui, à l'échelle internationale, s'appelle Material Appearance et qu'on voit apparaître depuis moins d'une dizaine d'années. Alors, ancien, une collection de vases depuis les Égyptiens jusqu'au plus moderne, et c'est absolument certain qu'au moment de la fabrication, une partie du savoir-faire de fabrication est dédiée à l'apparence, juste par exemple l'esthétique. Un savoir-faire qui a été très longtemps empirique, c'est-à-dire qu'on a géré la couleur, le brillant, on l'a géré avec un savoir-faire très pointu, mais ce savoir-faire se base plutôt sur le travail de la matière, et puis l'apparence, on la gère avec l'œil nu, on est quand même doué de capteurs très bien faits, donc nos yeux, pour évaluer l'apparence. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, évidemment, c'est une problématique qui intéresse tous les objets manufacturés, l'automobile, l'impression 3D, cosmétique, toute l'industrie du luxe, l'apparence est extrêmement importante. Et chacune de ces industries avait des experts, des coloristes, des stylistes, des designers qui géraient, toujours de façon empirique, qui géraient la fabrication de ces objets. Des procédés artisanaux anciens jusqu'aux technologies les plus modernes. Le problème, c'est que les technologies modernes, elles sont maintenant pilotées par des automates, où on n'a plus l'ancien artisan qui connaissait le métier, qui connaissait la machine par cœur. Alors par exemple, l'impression, les imprimeurs étaient apprentis, ils apprenaient toute leur vie, ils connaissaient la presse par cœur, et si c'était un petit peu trop rouge, vous savez, tourner le bouton pour régler les couleurs. Maintenant, avec une imprimante de bureau, vous êtes d'accord qu'on ne tourne pas une molette pour que ce soit noir rouge. On ne contrôle plus rien. C'est en amont que ça doit être contrôlé, ça doit être mis dans les algorithmes. Raison pour laquelle presque tous les secteurs industriels se retournent vers qui? Vers les quelques académiques qui travaillaient sur la couleur, pour dire, aidez-nous à avoir des systèmes automatiques qui nous permettent de contrôler la couleur. Et puis après, c'était le brillant. Et ça va même jusqu'à des semenciers qui nous ont demandé, et c'est aidez-nous à prouver que nos tomates sont plus brillantes que celles des Américains, parce que sinon on va perdre notre marché, c'est stratégique, il nous faut ça pendant 1 an et demi. Mesurer le brillant d'une tomate, personne ne sait faire au moins. Et il nous faudra au moins 30 ans pour savoir. Donc, un sujet qui est complexe et en gros qui est une chaîne qui va d'un objet mis sous lumière. Certains doutent que la lumière a un rôle important dans l'apparence. Alors, on est d'accord, on éteint la lumière, on ne voit plus d'apparence. Il y a de la lumière, il y a de la matière, un objet, et un observateur. Il nous faut tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va dire que jusqu'à la rétine de l'observateur, l'apparence est véhiculée par un signal lumineux. La lumière qui interagit avec la matière, mais aussi une compréhension de comment l'objet est éclairé. Et puis, on a ensuite un système d'apprentissage. On a appris à voir depuis notre naissance. Les nouveau-nés ne voient pas. Ils sont malvoyants, mais ils ne voient pas. Et on apprend à voir.
Et donc ce mécanisme d'apprentissage, avec papa, maman qui nous dit ça c'est vert, ça c'est rouge, etc. On va s'amuser à inverser le vert et le rouge près de notre enfant, et je pense qu'il confondrait toutes ces vies. Et donc on apprend à voir vert, translucide, bon voilà, dépoli, et puis des choses de plus haut niveau qui peuvent être d'ordre culturel, c'est beau, c'est mouvant, c'est moche. Alors là on est dans les sciences perceptuelles, qui sont compliquées parce que en fait on bute sur le langage souvent. C'est-à-dire que je pense que toutes les personnes qui sont mariées se sont déjà battues avec un conjoint sur ça c'est vert, non, ça c'est bleu, ça c'est vert, ça c'est bleu. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les mêmes mécanismes physiologiques perceptuels, ou est-ce que c'est qu'on ne donne pas le même mot à la même perception? Et ça c'est quelque chose qui est difficile à explorer. Et ça s'étudie. Parce que néanmoins, je pense qu'on est tous d'accord que mon t-shirt est bleu foncé. D'accord. Et donc, il y a quand même quelque chose d'un peu objectivable là-dedans. Si on ne perçoit certainement pas tous le même bleu, on est capable tous de dire le mot bleu. Donc il y a des choses qui sont objectivables. Donc on peut faire de la science là-dedans. Et donc, il faut réussir à trouver. Alors c'est là où, si on remplace une des révolutions de ces dernières années, c'est que maintenant, on a d'autres capteurs de lumière que l'œil. On a des détecteurs optiques, des caméras, et on a encore plus récemment ce dont Rémi nous a parlé. Et, on a autre chose que disons la perception cérébrale et le langage pour analyser le signal optique qui est issu des objets. Bien sûr, ce qui est le signal d'entrée à toute cette perception, c'est le signal optique, et lui, on est beaucoup plus à l'aise, puisqu'on a des outils pour l'enregistrer, le système imagerie par exemple, et on a aussi toutes les sciences physiques qui sont beaucoup plus, on va dire, avancées. Ça peut être très complexe, mais on est en terrain plus connu, plus stable, des instruments, des théories. Alors juste pour quand même dire, quand on parle d'apparence, on parle de tout ce qu'on voit, mais pour décliner un petit peu, j'avais préparé cette image précédente qui se passait au moment du Festival de Cannes. Donc la couleur, ça c'est les variations spectrales du signal optique, corrélées à la couleur. Les variations géométriques vont être corrélées à la translucidité. Alors on arrive à percevoir que ce pantalon est partiellement translucide. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une correspondance, enfin, on voit ce qu'il y a derrière. En gros. Donc la translucidité, le brillant, alors là c'est pareil. C'est une compréhension de jambes avec des chaussures. Donc ça c'est probablement une chaussure, un talon, on a compris. Qu'on est au Festival de Cannes, certainement il y a des très gros projecteurs. Donc ça, non, c'est pas un coup de peinture blanche sur une chaussure grise, c'est un reflet. On est dans de la compréhension au niveau de l'image. Si on avait été sur place, c'est grâce au mouvement, et on aurait vu que ça se déplace en corrélation avec le déplacement des chaussures, et c'est comme ça qu'on aurait vu que c'est un brillant miroir. Mais on arrive, dans une certaine mesure, à le faire aussi avec des surfaces dans des images fixes, la texture et la forme. Bon, quelques enjeux, je vais juste plutôt passer quelques exemples de ce qu'on a fait au GDR. Les surfaces mouillées, par exemple. C'est des sujets qui sont, on retrouve dans beaucoup d'endroits, par exemple, en imagerie satellite, sur des sols, essayer d'estimer le taux d'humidité. On va retrouver, là, pour faire ça, voir si un sol est mouillé, ou humide, ou sec, complètement sec. On a des problématiques similaires à ce qu'on peut avoir avec un exemple d'une chemise mouillée qui devient transparente. Ou alors, en image de synthèse, comment la présence d'eau modifie l'apparence des matériaux, comment on fait des choses réalistes. La sécurité routière aussi, qu'est-ce qui se passe quand c'est mouillé, on peut être bouilli, on peut plus blanchifier. Donc, j'en parle parce qu'on a fait un colloque qui est entièrement visible sur YouTube et un ouvrage collectif qui va paraître à l'automne. Il y a des problématiques qui sont alors sérieuses
l'impression 3D. Mon image est mauvaise, pardon, mais ça c'est une figurine où c'est de l'impression 3D où on arrive avec, à diluer les encres dans un vernis et à rendre la translucidité de la peau. C'est ce qui fait par exemple que ici, c'est un petit peu rouge, comme le matériau. Alors que si ça avait été du matériau opaque, disons un plâtre peint, eh ben, ça n'aurait pas été rouge comme ça aurait été juste une ombre. Avec la translucidité. Alors, nous sommes des machines à détecter ça. Quelqu'un qui n'aurait pas les oreilles rouges, c'est un fake. Et on le voit instantanément. Il y a des gens qui ont les oreilles donc, Rémi, si un jour tu as des idées pour réussir à détecter ces genres de... Voilà. Il y a des problématiques qui sont liées à la mesure, du cinéma optique. Alors, des mesures, ça peut être spatiales, angulaires. Tout ça, ça a une très haute résolution, au moins une résolution qui est comparable à notre acuité visuelle. Le problème, c'est que quand on prend un matériau, on peut se retrouver avec des gigas de données. Et une fois que vous avez les gigas de données, allez dire ah, c'est mat et rouge. Ça, personne ne sait faire. Donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à ça. Des enjeux qui sont liés à l'image de synthèse, c'est-à-dire la résolution, créer un monde virtuel et puis l'afficher à travers un écran. Et toujours la question de est-ce qu'on fait quelque chose qui est physiquement réaliste, tel qu'un appareil photo prendrait une vraie scène, ou est-ce qu'on le fait perceptuellement réaliste, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est réel, alors qu'en fait tout est faux. Alors ça génère des méthodes qui sont très différentes. Je vais passer sur les couleurs les plus simples, et puis après, il y a on a beau séparer l'apparence en attributs, les attributs dépendent les uns des autres. Par exemple, un papier violet qui est tout à fait homogène, il suffit qu'on le plie et la lumière va se mettre à rebondir et générer des dégradés. Et ces dégradés d'ailleurs, on les analyse très bien, soit avec un appareil photo à l'œil. Le dégradé précis dépend de l'information spectrale de la matière. En fait, on a accès à l'information spectrale de la matière. Et donc du coup, on comprend mieux la couleur intrinsèque d'un objet s'il est plié que s'il est plat. Notre compréhension de la couleur dépend de la forme. Alors dès qu'on a un vêtement, il n'est pas plat. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est pas seulement des ombres, on voit que la couleur est renforcée parce que la lumière, elle rebondit beaucoup de fois, donc elle se colore beaucoup de fois. Et si on prenait un tissu, un autre tissu, qui, une fois plat, avec exactement la même couleur, on les plie, ils ne vont pas afficher les mêmes... et donc on voit tout de suite que ce n'est pas le même tissu. Ça se produit aussi entre les fibres du tissu, ça se produit dans le surface rugueuse, ça se produit dans l'impression en 3D, ça se produit un peu partout. Ici, c'est de la dorure, mais dans un bol, toujours à cause des mêmes phénomènes, l'or peut devenir orange. Donc, quelle est la couleur de l'or? C'est orange. Dans le domaine de l'édition, la finition peut changer la couleur. Donc là, la couleur peut dépendre du brillant peut dépendre de la couleur. Donc une finition mate, une finition brillante. Et ça ne génère pas la même couleur, alors que pourtant c'est exactement les mêmes encres. C'est juste l'état de surface qui change. Donc les supports ancrés, ça peut dépendre aussi du garage. Alors, on voit que le brillant est de plus en plus large. Et si on mettait tout à plat et que le brillant recouvrait tout, eh bien, on aurait on voit l'évolution de la couleur, on aura une perception de la couleur qui sera entre ça et ça. Encore une fois, la perception de la couleur dépend du brillant. Je disais que les encres grasses peuvent briller, les aspects cuivrés comme ça sont compliqués. On a même joué avec ça pour faire apparaître des logos. Le logo du JM qui apparaît dans sa brille, etc. Voilà. Et puis, juste pour terminer la publicité, là, ce vase, est-il transparent ou opaque, brillant ou mat? Là, on est presque dans ce que Rémi appelait de l'apprentissage non supervisé, où en fait on n'a pas assez appris et on ne sait pas. Et on va le mettre dans son contexte, et on comprend beaucoup mieux que ce sont des vases qui sont translucides, qui ne sont pas certainement verts, et qui sont brillants.
prendre beaucoup plus d'informations pour analyser. Donc en fait, l'apparence d'un objet ne dépend pas seulement de ses propriétés, mais dépend aussi de son contexte. Voilà, on travaille aussi sur des évolutions vers la santé. Vincent qui est là, lui travaille sur l'apparence des composites dentaires. Alors là, on a vu vrai, il faut que ce soit indissable. Voilà. Je terminerai juste sur le fait que pourquoi on a créé RGDR, c'est qu'il y a une communauté à construire. Je dirais, on a un exemple de communauté pluridisciplinaire pour l'apparence, c'est par exemple les physiciens de sciences perceptuelles, des artistes, etc. Et que ça n'existait pas il y a 10 ans. Et on est, je pense, dans les fers de lance au niveau mondial pour essayer de structurer cette communauté. GDR, ça veut dire? Alors, groupement de recherche, c'est un des formats des rassemblements de chercheurs financés par le CNRS. Alors, voilà, oui, voilà. Donc, vous pouvez aller gdr-apamat.cnrs.fr sur ce site. Et c'est d'ailleurs là, en regardant événements passés, c'est là où vous trouverez la page de l'événement. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais je vous remercie. C'est le moment. Merci beaucoup.